bien, bonjour à toutes et à tous pour cette troisième événement donc, autour de la transition écologique, autour d'une transition écologique qui n'est pas strictement limitée, a fortiori au département, mais qui peut aller plus loin encore, et on le souhaite tous. Mais donc autant, lors de la première, j'avais fait des propos introductifs, et j'étais contraint de vous laisser, de quitter. Aujourd'hui, je vais être avec vous toute la matinée. Donc je m'en réjouis de pouvoir participer à ces travaux. Alors, là, le sujet, si j'ai bien cru comprendre, aujourd'hui, c'est essayer de trouver un équilibre entre les besoins qui sont constatés au niveau du département, les moyens dont on disposera, et l'action que l'on engagera. Alors tout cela nécessite, met en parallèle la faisabilité, l'acceptation des uns et des autres. Et je sais que vous vous posez tous des questions tout aussi pertinentes les unes que les autres, mais en disant, bon, on va agir, nous voulons agir aussi avec les élus. Et qu'est-ce que les élus peuvent vouloir aussi que l'on fasse? Donc là, il y a tout ce travail d'échange, de concertation qu'il y a à faire dans les actions que nous déterminerons. Alors, je crois que pour recentrer le débat autour de ce qui est toujours un événement, c'est cette évolution, les chiffres du GIEC, tout ce qui peut finalement nous faire peur, quelque part. Et je crois que nous sommes arrivés à un stade où parfois il est bon de faire peur. Sans quoi nous n'y arriverons pas, sans quoi nous ne ferons rien. Et alors, il y a toujours aujourd'hui un certain nombre de publics qui vont dire ça peut attendre, la Terre va s'auto-rétablir, elle se gère, elle se protège, elle se reconstitue, etc. Bon, il y a des théories, cela on ne vous empêchera pas de penser ça, bien évidemment. Par contre, il y en a d'autres, comme je pense une majorité d'entre nous, et ici la totalité, j'en suis certain, nous pensons qu'il faut agir et qu'il faut agir vite, ici et maintenant. Donc, à l'évidence, on le voit, les accords de Paris, les accords, au pluriel, qui se succèdent et qui finalement se traduisent, alors 196 adhésions, je crois, quelque chose comme ça, mais au bout, combien adhèrent en réalité? Je vois sur la carte donc géographique certains pays comme la Russie adhérer, c'est grand la Russie. Je ne suis pas sûr que ce soit tous des gens qui aient autant envie que nous d'avancer dans le domaine. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut se poser les questions, les bonnes peut-être, et à notre petite échelle du département, puisque nous, c'est du micro par rapport au macro mondial, mais je suis certain que nous pouvons agir et dans ce cas-là, il faudra le dire, il faudra le faire. Alors, le tout, c'est de trouver ce juste équilibre. Voilà, c'est ce qui va finalement nous animer aujourd'hui dans nos réflexions, dans nos échanges, et dans la présentation qu'il va falloir, c'est entre ce qui est faisable, ce qui est acceptable, ce qui fait peur, ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les particularités du département. Le rural doit-il agir comme la ville? Évidemment non. Mais les craintes du rural ne sont-elles pas quelque part fondées, puisque ce sont des peurs, quand vous parlez à un rural, de supprimer les voitures, ce qui n'est absolument pas en jeu tout de suite, mais de changer même les modes de transport, d'avoir des voitures électriques avant l'hydrogène, qui va sortir prochainement. J'ai été effaré l'autre jour, j'entendais le PDG de Renault dire qu'il ne croyait absolument pas en l'hydrogène. Valérie, je t'avoue que je suis resté un peu scotché, surtout que vous allez avoir d'ici peu des nouvelles et que certains acteurs de l'énergie en France vont aller dans cette direction, je peux vous le dire. Bon, donc voilà, c'est toute cette dimension. Alors, le champ des possibles va être évoqué aujourd'hui. C'est tout ce champ des possibles qui s'ouvre à nous. Et c'est toute la difficulté, finalement, au travers de ce champ des possibles, de s'orienter vers quoi on va, comment le fait-on, et sur quel timing, comment agit-on, comment peut-on conserver, nous tous, des modes de vie qui ne soient pas trop, parce qu'on imagine tout de suite des modes de vie dégradés. Donc il y a toutes ces craintes, ces peurs qui sont là, et on sait tous que nous pouvons agir sans pour autant retourner la terre et retourner nos villes et nos villages. Donc voilà. Alors le tout, c'est, je pense, une volonté de faire, F-A-I-R-E, mais de faire aussi, F-E-R,
Et je sais que vous l'avez tous, donc je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous pour cette troisième, je crois, hein, c'est ça, et donc pouvoir en échanger avec vous. Voilà, bien, eh bien écoutez, très bonne réunion, et puis à tout à l'heure. Bonjour, merci d'avoir fait cette très belle introduction. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et je remercie évidemment le conseil départemental, les archives de nous accueillir ce matin et puis plus particulièrement Fabien, Jason et Aurélie de m'avoir proposé de vous rejoindre pour cette troisième journée de séminaire et vous parler des chemins qui sont possibles pour atteindre la neutralité carbone et de ce qu'ils impliquent dans les adaptations pour la mise en place de cette neutralité. Alors, je vais d'abord vous présenter une courte introduction, puis après je parlerai du contexte de la réalisation de ces travaux de l'ADEME. Ensuite, évidemment, je vous ferai une présentation des 4 scénarios, et puis il y aura un temps de conclusion et enfin un temps de questions-réponses. Alors moi je suis Mathilde Guillard, je suis facilitatrice en transition écologique à Rennes, je suis animatrice, formatrice et membre du collectif pro de la Renaissance écologique, qui est la méthode que nous avons utilisée pour traduire et pour faire des synthèses visuelles des 4 scénarios de l'ADEME. Et on a été mandaté en fait par l'ADEME pour faire ces synthèses visuelles. Alors cette équipe était constituée de Julien Dossier, qui est le créateur de la méthode de la Renaissance écologique, qui est expert bas carbone, qui a coécrit Paris change d'air, qui a accompagné le Duché du Luxembourg dans sa stratégie bas carbone, et puis 4 autres membres du collectif pro, dont Queen Bouy, Olivier Ménicaud et Guillaume Gauthier et moi-même. Alors, si on reprend le contexte sur pourquoi devons-nous viser la neutralité carbone, on en revient aux accords de Paris que vous aviez mentionnés tout de suite, qui est donc un traité international qui est juridiquement contraignant, qui vise à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5, en dessous de 2 degrés et si possible de 1,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Cet accord de Paris, il se traduit de différentes manières dans les textes français. D'abord dans la stratégie nationale bas carbone, ensuite dans la loi énergie-climat de 2019 qui a fixé cet objectif. Donc pour pouvoir maintenir ce réchauffement climatique et être dans l'atténuation du réchauffement climatique, eh bien, nous devons viser la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, il faut que je me rapproche du micro, on me fait des signes. C'est important de définir la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, telle qu'elle est définie par la loi énergie-climat, c'est l'équilibre des flux annuels entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de ces mêmes gaz. Il y a 2 leviers à notre disposition pour diminuer les émissions, à la fois la sobriété et l'efficacité. Et pour pouvoir absorber, eh bien, il y a les puits naturels de carbone, que sont les sols, les océans et les forêts, et éventuellement des puits artificiels. Je dis éventuellement parce que ce sont des technologies qui sont pour certaines encore très immatures aujourd'hui, et 2050 c'est dans 28 ans, donc il y a un réel enjeu de savoir si ces technologies pourraient être prêtes à temps. La neutralité carbone, c'est important de le dire, n'inclut pas les imports de biens, de services ou d'énergie qui sont pourtant consommés sur le territoire. C'est important de l'avoir en tête. Tous les scénarios arrivent à la neutralité carbone. Tous les scénarios ne prennent pas en compte les imports et vous allez le voir, certains scénarios font plus ou moins appel aux importations. Donc c'est important de les garder en tête. Et
c'est ce qui le différencie beaucoup, la neutralité carbone de ce dont on parle aussi beaucoup, qui est l'empreinte carbone, qui, elle, ne s'intéresse qu'aux émissions. C'est-à-dire qu'on va... alors là, on a les émissions locales et les émissions importées, auxquelles on soustrait les émissions qui sont exportées. Ce qui fait que la neutralité carbone, le but, c'est d'arriver à zéro, alors que pour l'empreinte carbone, on ne peut jamais être à zéro. Et ça, c'est aussi important. Est-ce que vous avez une idée de l'empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un? Faut pas être timide, hein. Alors, en moyenne, un Français, aujourd'hui, c'est 10 tonnes carbone par an et par habitant. Pour arriver à la neutralité carbone, est-ce que vous savez à peu près à combien elle doit être ramenée? Alors, j'ai un monsieur qui me dit 3 ici. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai entendu 2. Il y a 4. C'est en moyenne 2 tonnes par an et par habitant. Donc, ça permet de mesurer eh bien, ce qu'il faut qu'on rééquilibre pour atteindre cette neutralité carbone. Alors ici, je vous ai mis une petite infographie qui est issue du site Bon Pote, qui est un site qui est vraiment très très bon, qui propose des infographies très bien faites, notamment tirées des rapports du GIEC, et qui ici illustre en fait les grandes différences qu'il y a entre maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5, en dessous de 2 degrés ou en dessous de 3 degrés. Et on voit tout de suite que les épisodes caniculaires, que les épisodes de sécheresse, que les épisodes de grand incendie, que les impacts sur la santé eh bien, sont énormes. Entre eux, pourtant, ce sont des demi-degrés. Et évidemment, entre chaque demi-degré, eh bien, il y a, si on passe au-dessus de 1,5, l'objectif suivant, c'est 1,6, puis 1,7, parce que ces dixièmes de degrés sont très, très impactants pour tous les territoires. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous sonder. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du territoire français, le territoire est capable d'atteindre la neutralité carbone? Ce que je vous propose, si vous acceptez de vous prêter au jeu, c'est de pouvoir répondre à cette question, soit en levant les bras, soit en les mettant comme ça, soit en faisant rien. Si vous pensez que c'est tout à fait possible, un peu possible, et vraiment pas possible. À votre avis, est-ce que le territoire français, c'est possible d'atteindre la neutralité carbone? Est-ce qu'il est encore possible de faire ça? Ok. Il y a un équilibre entre ça et ça quand même. Il y a plus de moyens. Il n'y a pas trop de gens qui pensent que ce n'est pas du tout possible, mais... Ok. Deuxième question, est-ce que vous pensez que la société française est prête à engager les changements nécessaires pour aller vers la neutralité carbone? Alors là, on a moins de gens. C'est intéressant de voir ces différences-là. Et dernière question, pensez-vous que la neutralité carbone, qui est finalement le but que nous devons atteindre collectivement, est aussi important et impactant que les décisions d'adaptation que nous allons prendre en fait sur le but et le comment on va y arriver? Est-ce que ça a un rôle tout aussi important est-ce que ça va avoir des impacts marqués sur ce que sera la société française dans un cadre de neutralité carbone? Il y a des timides. Ok. Moyen, entre les deux. Merci. Alors, face à ces objectifs d'atteindre la neutralité carbone, l'ADEME s'est saisie du sujet et a engagé des travaux de prospective pour répondre à cette question. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a encore le choix et que c'est possible. Ils ont dégagé 4 grands scénarios qui montrent qui illustrent le champ des possibles, qui sont compatibles avec la neutralité carbone. Leur autre objectif était aussi d'éclairer les choix politiques et les choix de société que nous devons faire aujourd'hui
et de pouvoir confronter chaque type d'action, chaque proposition de changement au type de société auquel ces propositions contribuent. Alors pour faire ce travail, les équipes de l'ADEME se sont évidemment basées sur les rapports successifs du GIEC. Ils ont rassemblé une centaine d'experts et un comité scientifique qui ont travaillé pendant 2 ans avec une méthodologie particulièrement cadrée. Vous avez des infographies qui expliquent ça très bien. Et ils ont eu recours à des modèles qui existent déjà sur la modélisation de l'évolution des sols, la modélisation des modélisations macroéconomiques, des modélisations sur la gestion des déchets, des transports, de l'agriculture. Là, je les ai représentés avec un certain nombre de pictos qui sont évidemment non exhaustifs, mais c'est pour vous donner à voir tout ce qu'ils ont compilé et tout ce sur quoi ils se sont appuyés pour établir ces scénarios. C'est important aussi de dire ce que ces scénarios, ce que l'ADEME n'a pas pu modéliser, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas modélisables, en tout cas dans ce type de travaux. Tout d'abord, ils n'ont pas pu modéliser la transition des autres pays, ce qui explique en partie pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inclure les importations dans l'objectif de la neutralité carbone au niveau technique, puisqu'on ne sait pas comment vont évoluer les transitions des autres pays. Ça a pris déjà 2 ans pour modéliser sur le territoire métropolitain. S'ils avaient dû le faire à l'échelle mondiale, ça aurait été un peu plus compliqué. Ils n'ont pas non plus modélisé les évolutions géopolitiques, les risques de guerre. Il y en a une qui est en cours en ce moment sur le territoire européen. Les épisodes climatiques extrêmes, les canicules, les besoins ou les migrations climatiques qui ont déjà lieu et que vous avez pu... la fresque du climat la met en évidence. Les risques de pandémie qui sont aussi mentionnés, mis en exergue par les rapports du GIEC. Alors, il y a 2 choses qu'ils ont mentionnées, mais qu'ils n'ont pas modélisées, c'est-à-dire que les scénarios ont différents impacts sur la biodiversité ou ont différents possibles effets rebonds, mais les conséquences de ces impacts et de ces effets rebonds n'ont pas pu être modélisées non plus. Le dernier rapport du GIEC, dont le premier volet a été publié 2 mois avant ces travaux-là, eh bien, le travail était concomitant, donc ils n'ont pas pu le modéliser, l'intégrer. Les travaux scientifiques en cours, où là, la communauté scientifique a alerté au niveau international sur les risques qui deviennent de plus importants de dépasser ce 1,5 degré dans les prochaines années. Et puis, ce sont des scénarios qui montrent une neutralité carbone en 2050. Donc, c'est vraiment des buts possibles et compatibles avec la neutralité carbone, mais il n'y a pas de rétro-planning pour chacun de ces scénarios. Alors, les résultats ont été publiés à l'automne dernier dans une étude qui s'appelle « Transition au pluriel », parce que l'ADEME s'est attachée à montrer toutes les transitions, pas qu'au niveau énergétique, pas qu'au niveau du transport. Ils ont vraiment tout inclus, aussi l'industrie, les modes d'habiter, les modes de consommer, les modes d'alimentation, etc. Et donc, ça s'appelle « Choisir maintenant, agir pour le climat ». Ils ont dégagé 4 grands scénarios qui atteignent tous la neutralité carbone, donc tous participent à l'atténuation et tous s'adaptent de manière très différente et donnent lieu à des cadres de vie et des choix de société très contrastés. Alors l'ADEME nous a mandatés, on était une équipe de 5 du collectif pro de la Renaissance écologique, pour faire des synthèses visuelles de ces 4 scénarios. Le rapport total de l'étude fait 684 pages. Il y a d'autres publications derrière. Donc, pour pouvoir avoir une vision globale de chacun des scénarios, ça demande un gros investissement et puis voilà, une capacité de tout mettre, de tout articuler. Donc, ils nous ont mandatés pour pouvoir faire 4 synthèses visuelles pour que chacun puisse avoir une vision globale de tous ces scénarios. Donc,
on a fait ces 4 synthèses à partir de la fresque de la Renaissance écologique, qui est une des méthodes, un des outils utilisés par la méthode, qui est une méthode systémique d'accompagnement au changement, où eh bien, on peut, à partir de cette méthode, établir des stratégies bas carbone, des stratégies de transition, qui a donc été développée par Julien Dossier, que je vous ai présenté brièvement tout à l'heure. Cette méthode est portée par une association à destination de la société civile et par des professionnels et un collectif pro à destination des entreprises et des collectivités territoriales. Alors ici, je vous ai pris un des scénarios pour vous expliquer un petit peu comment on a procédé. Donc vous voyez, pareil, j'ai un truc visé là. Ici, en fait, c'est une infographie qui décrit les grands principes de chacun des scénarios, les ressources qu'ils mobilisent et les impacts qu'ils ont. Ensuite, nous avons le fond de carte de la Renaissance écologique, où nous avons identifié pour chacun des scénarios 6 mêmes leviers, pour que les comparaisons soient plus faciles à faire. Donc le levier de l'énergie, le levier de l'agriculture, des transports, de l'industrie, des commerces et de l'habitat. Et ça, vous allez retrouver ces mêmes cartes d'un scénario à l'autre, avec ce fond de carte de la Renaissance écologique, où ce n'est pas le cas sur le scénario 2, mais sur certains des scénarios, il y a des zones qui sont grisées, puisque cette carte qui représente l'allégorie d'un territoire bas carbone est une allégorie de plein de solutions qui mènent aux transitions écologiques, et certains des scénarios remplacent des solutions qui sont proposées dans la fresque par d'autres. Donc il y a des zones, vous allez le voir, il y a certaines zones qui sont grisées. Et enfin, en dessous, nous avons aussi identifié dans les travaux de l'ADEME les freins à la mise en œuvre de chacun des scénarios. Alors, maintenant, je vais vous proposer le petit film. L'ADEME a réalisé un film en 4 minutes 20, je crois, qu'ils ont diffusé au moment du grand défi écologique à Angers et qui présente un petit peu, pour avoir une vue globale des 4 scénarios. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol. Complétées si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières.
un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous présenter les différents scénarios pour aller un petit peu plus loin. Parce que la présentation était succincte. Et donc ça, en fait, sur les documents que je vais vous montrer, c'est Sur les documents que je vais vous montrer, c'est une version numérique des synthèses visuelles que nous avons faites et qui sont disponibles sur le site de la Renaissance écologique et qui vont être mis en ligne sur le site de l'ADEME également. Donc vous pourrez y avoir accès quand vous voulez en ligne. Du coup, je me mets là pour pouvoir... je rapproche le truc. Alors, le scénario 1, qui est le scénario de la génération frugale. Alors, comme son nom l'indique, le scénario 1, c'est le scénario de la frugalité qui se manifeste à la fois dans l'économie et dans la consommation. Et, comme le film l'a dit, s'appuie à la fois sur des choix des habitants, mais aussi par la contrainte, et donc implique un État fort qui doit travailler en étroite collaboration avec toutes les collectivités locales, puisque ce scénario de la frugalité est aussi le scénario de la proximité, où on parle d'un localisme qui est très très fort. Le rapport au vivant est empreint d'un profond respect pour les services écosystémiques qui sont rendus, et les techniques s'appuient sur du low-tech, ce qui permet d'accroître la résilience et de rendre chaque territoire compétent pour les réparations, pour augmenter la durée de vie des équipements. Et au niveau des territoires, la préférence des habitants va vers un exode urbain où ce sont les zones rurales et les villes de petite taille qui sont les plus occupées. Au niveau des ressources mobilisées, eh bien, il y a une diminution très importante des besoins énergétiques, ainsi qu'une diminution très importante des besoins en matériaux de construction. La biomasse est mobilisée, et au niveau de l'emploi, il y a une baisse d'à peu près 4% par rapport en équivalent temps plein par rapport à ce qu'on a connu en 2020. Les impacts sur la biodiversité sont vraiment contenus,
Au niveau des émissions et du stockage de déchets, eh bien là aussi c'est très limité. Le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, ce qui va avec ce scénario 1 qui redéfinit les indicateurs de prospérité, notamment en s'appuyant sur la réduction des écarts de salaire et une réelle prise en compte des indicateurs de qualité de vie. Le scénario 1 s'appuie uniquement sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité, qui sont bien entendu renforcés, protégés, et tout est mis en place pour que les capacités de captage et de stockage à la fois par les forêts, par les sols, et les haies, enfin, tout ce qui est à notre disposition, soit le plus favorable possible. Au niveau de l'énergie, la production électrique est issue à 100% des énergies renouvelables. Il y a un besoin de s'appuyer sur le bois pour produire notamment la chaleur. Et l'hydrogène est essentiellement utilisé comme levier de décarbonation du gaz réseau. Et j'ai noté, parce que ça je l'oublie, et également principalement pour la production de méthane, pardon. Au niveau de l'alimentation, un tiers des Français ne mangent plus de viande, l'autre tiers devient flexitarien, ce qui permet de réduire la consommation de viande globale par 3. Au niveau de la production et de la consommation sur l'agriculture, on passe à 70% de bio, avec un localisme qui est très fort, une place importante des circuits de proximité. En termes de mobilité, eh bien, tout est pensé pour diminuer les besoins de transport, avec une réelle politique d'emploi au plus proche de son domicile, et une montée en puissance de la marche et du vélo, dans les zones rurales, puisque ce sont les zones qui sont les plus habitées et occupées par les habitants, le numérique est utilisé pour favoriser le covoiturage solidaire. Il y a aussi un fort retrait de la voiture individuelle et de l'avion. Au niveau de l'industrie, eh bien, il y a une production qui est fortement contractée, mais avec une réelle relocalisation, ce qui fait que l'industrie se redéveloppe en France. Il y a une place très importante du recyclage, de l'économie circulaire et une grosse orientation vers l'économie de la fonctionnalité. Au niveau du recyclage, vous voyez que dans les matières premières, il y a un fort taux de recyclage et de réemploi. Au niveau des commerces, ça se traduit par un maillage très serré des commerces de proximité qui proposent des multiservices, à la fois de la vente, mais aussi de la réparation, de la location avec l'économie de la fonctionnalité, du réemploi. Voilà, et ça fait un maillage très serré où, là encore, la proximité est le mot d'ordre. Au niveau de l'habitat, il y a une rénovation énergétique qui est inégalée dans tous les autres scénarios, avec 80% des bâtiments qui arrivent aux normes bâtiments basse consommation, qui se fait de manière très rapide et de manière très soutenue par l'État. Et tout cet exode urbain est soutenu par une transformation des logements vacants, des résidences secondaires et des bâtiments professionnels ou
des locaux qui sont inoccupés pour les transformer en résidence principale. Il y a aussi un gros développement des espaces partagés, comme des tiers-lieux ou des salles collectives qui permettent de diminuer la surface moyenne d'habitation par habitant. Alors, les freins à la mise en œuvre de ce scénario sont à la fois économiques, puisque ça demande de redéfinir des indicateurs de prospérité, ça demande que les entreprises respectent ces nouveaux cadres qui sont fixés par l'État, ça demande de mettre en place un système de quota carbone, et puis il y a cette temporalité qui est très courte pour des changements qui sont profonds. Au niveau politique, il y a évidemment l'inertie du système en place, le besoin de cohérence forte entre les décisions de l'État et les collectivités territoriales, et puis une adaptation nécessaire des cadres aujourd'hui, à la fois au niveau européen et international. Enfin, au niveau social, ça demande de redéfinir beaucoup de choses, notamment au niveau de la notion de propriété, au niveau de la transition rapide vers une alimentation moins carnée, et puis l'acceptation de quotas individuels carbone. Le scénario 1 a des risques forts de clivage dans la population, ce à quoi l'État répond en ayant une vision la plus égalitaire possible des transitions. Mais ces risques d'acceptabilité sont très importants et peuvent donner lieu à des affrontements importants aussi. C'est ce que mentionne les rapports de l'ADEME. Alors avant de passer au scénario 2, j'aimerais vous poser quelques questions auxquelles vous allez pouvoir répondre de manière en levant les bras, en les mettant comme ça ou pas. Pensez-vous que ce soit faisable d'aller vers ce scénario alors, globalement en France, et plus particulièrement dans le département de la Manche. Ok, quelques bras levés, quelques bras comme ça. Pensez-vous que les habitants, et là vraiment les habitants du département de la Manche, puissent trouver ce scénario désirable ? Pas trop. Et enfin, par rapport aux compétences du département, pensez-vous, donc les compétences qui sont sociales, les compétences sur l'éducation, sur l'aménagement pour les transports, sur, vous connaissez tous très bien les compétences du département, pensez-vous que ce scénario facilite la mise en œuvre et le passage à l'action des compétences du département ? Est-ce que vous pensez que dans ce scénario, ce sera plus facile pour le département d'exercer ses compétences ? Quelques timides. Ok. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension aussi sur ce scénario, vraiment de compréhension? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de précision? Oui. Mmh. Alors c'est ce qu'a mentionné l'ADEME, et je pense que ça va en résonance avec les risques de clivage fort, parce que les contraintes seront importantes, voilà, et ça va vers est-ce que les gens vont aller jusqu'à accepter au niveau individuel et au niveau professionnel. C'est une des questions, avec une possible défiance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh bien, du coup, je passe au scénario 2. Ah pardon, il y avait une question que je n'ai pas vue. L'objectif c'est 2050, donc ça fait que c'est 28 ans.
Ouais, pour tous les scénarios. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est un des freins qui est mentionné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une organisation qui réussisse à faire qu'il y ait une cohésion très forte entre l'État et les collectivités territoriales. Effectivement. Je passe au scénario 2, si vous êtes OK. Alors le scénario 2, c'est le scénario des coopérations territoriales, avec une réelle décentralisation et un exercice de la gouvernance partagé avec à la fois les ONG, les institutions publiques, le secteur privé et la société civile qui arrivent à trouver des consensus pour trouver des solutions pragmatiques pour aller vers la neutralité carbone. Ça se traduit au niveau de l'économie par une économie ancrée dans la durabilité, une consommation qui se veut responsable, ainsi que la technique qui est mobilisée pour favoriser les coopérations territoriales. Au niveau du rapport à la nature, on est vraiment dans une notion de préservation avec une réelle reconnaissance des services écosystémiques et des bénéfices pour la captation et le stockage du carbone. Et les territoires préférés des habitants il y a une démétropolisation avec une revalorisation des villes moyennes et des villes rurales. Au niveau des ressources, eh bien, vous voyez qu'il y a une consommation d'énergie qui diminue presque autant que dans le scénario précédent, qui était à moins 54% si ma mémoire est bonne, et idem au niveau des besoins en matériaux de construction. Là aussi, la biomasse est sollicitée. Dans tous les scénarios, la biomasse est sollicitée de manière beaucoup plus importante que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et au niveau de l'emploi, il y a une hausse de plus 3% en équivalent temps plein par rapport à 2020. Au niveau des impacts, eh bien, sur la biodiversité, les impacts restent quand même suffisamment contenus, avec une émission et un stockage des déchets qui est le plus faible de tous les scénarios et un pouvoir d'achat qui est le plus haut de tous les scénarios. Là, vous avez ce graphique qui vous montre les émissions de gaz. Donc, finalement, on est assez proche du premier scénario. Ça reste très faible. La neutralité carbone est atteinte principalement grâce aux puits naturels et avec un ajout pour 3%, notamment au niveau des productions de cimenterie qui sont difficilement, on peut difficilement diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors au niveau de l'énergie, ça s'appuie, il y a des investissements massifs qui sont soutenus au niveau de l'État vers des systèmes d'énergie décarbonés avec un accent mis sur le mix énergétique. Dans le scénario 2, c'est dans le scénario 2 que l'hydrogène est le plus mobilisé, notamment pour le transport. Il y a aussi des développements de biocarburants, une production électrique qui se repose uniquement sur les ENR, donc avec une diminution progressive du recours au nucléaire. Au niveau de la mobilité, eh bien, la soutenabilité des transports est vraiment au cœur de la transition écologique, avec un réel engagement pour pouvoir favoriser la proximité. On est vraiment dans les villes moyennes, les villes du quart d'heure, avec un recours à la marche, au vélo cargo et, si besoin, au train du quotidien. Le transport de marchandises est impacté à la fois au niveau des volumes à transporter et des distances à parcourir, et il y a un réel développement du fret fluvial et du fret ferroviaire. J'ai sauté l'alimentation, hein. Je ne vous l'ai pas fait. C'était pour voir si vous suiviez.
Alors, au niveau de l'alimentation, il y a une baisse de l'alimentation carnée avec une réduction de 50% et une part du bio qui arrive à 50% également. On est aussi là encore dans la proximité, dans l'évolution des pratiques agricoles pour favoriser le captage et le stockage du CO2 et une alimentation plus sobre et plus locale. Oui. Alors là, je n'ai pas trouvé l'information dans les rapports de l'ADEME pour le coup sur ça, donc du coup je vais pas... je pense qu'on passerait à 50%, mais je ne peux pas vous... Autant c'était mentionné pour le scénario 1, autant c'était pas mentionné pour le scénario 2. Alors, au niveau de l'industrie, eh bien, il y a une réelle planification publique qui accompagne et finance la décarbonisation et la mise en place d'une industrie bas carbone, avec l'accent qui est mis sur plutôt la production en valeur plutôt qu'en volume, un dynamisme très fort des marchés locaux et un mécanisme de soutien au niveau de la gouvernance qui inclut dans la gouvernance des industries à la fois les territoires, les territoires, la société civile et les industriels. C'est aussi le scénario qui a le taux de réemploi de matières premières le plus important. Enfin, au niveau de l'habitat, il y a une évolution vers de l'habitat partagé, une rénovation forte qui arrive à peu près au même taux de bâtis avec des performances énergétiques de bâtiments basse consommation. Et le partage est aussi très important, avec notamment le partage d'équipements ménagers. Le bâti aussi prend toujours en compte, intègre des services écosystémiques, autant dans la construction que dans la rénovation. Et il y a une densification à hauteur des villes, mais de manière complètement maîtrisée. Alors au niveau des freins, eh bien, au niveau économique, c'est toujours le facteur du temps, parce que ça demande à faire des transformations profondes en 28 ans, et puis besoin de porter l'économie de la fonctionnalité pour que ce soit qu'elle prenne beaucoup plus d'importance et qu'elle soit beaucoup plus proportionnellement, ça favorise le réemploi, la durée de vie des objets. Au niveau politique, eh bien, il y a toujours l'inertie du système en place. Et le scénario 2, qui est vraiment ancré dans la coopération, demande un consensus fort sur quand même beaucoup de thématiques. Et c'est une des craintes. Est-ce qu'il y aura le temps de mettre en place ce consensus entre toutes les parties, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile? Est-ce qu'il y aura le temps d'arriver à ce consensus sur autant de thématiques? Enfin, au niveau social, ça demande une redéfinition des valeurs avec bien là aussi le problème du partage et la notion de propriété. Et aussi au niveau de la modification des régimes alimentaires. Est-ce que vous avez des questions de compréhension sur ce scénario ? Non. Je vais vous poser les mêmes questions que pour le scénario 1. Pensez-vous qu'il soit faisable de mettre en place ce scénario 2? D'accord, donc la faisabilité, c'est plutôt positif. Pensez-vous que les habitants puissent avoir envie d'aller vers ce scénario 2? Est-ce que ce scénario peut être désirable? Ok. Et pensez-vous que les compétences du département seront plus faciles à atteindre, à exercer dans le cadre de ce scénario 2? C'est plus mitigé. Merci. Passons au scénario 3. Donc le scénario 3, c'est le scénario des technologies vertes, avec un État qui est très centralisé et régulateur,
une croissance verte, un consumérisme vert et la mise en place de green tech qui sont présents à tous les niveaux de la société française. Une réelle métropolisation où on poursuit, les Français continuent à préférer aller vivre dans des grandes villes et un rapport au vivant où on est vraiment dans l'optimisation pour pouvoir bénéficier des services que la nature peut rendre. Alors au niveau des ressources, là il y a un changement par rapport au scénario précédent, avec une consommation énergétique qui baisse dans une moindre mesure, des besoins en matériaux de construction qui restent quand même importants. Le scénario 3 est le scénario qui mobilise la biomasse de manière la plus importante, et il y a une évolution de l'emploi de plus 3%. Au niveau des impacts, eh bien, sur la biodiversité, on commence à être dans des impacts qui sont forts. Une gestion des déchets qui est plus émissive que dans les autres scénarios, même si l'économie circulaire existe parce qu'il y a des besoins très importants en matières premières, et un pouvoir d'achat qui est à peu près au même niveau que pour le scénario 1. Là, les émissions de gaz à effet de serre sont plus importantes et pour atteindre la neutralité carbone, il faut recourir pour un tiers à des solutions technologiques. Alors au niveau de la production d'énergie, il y a évidemment un développement des énergies renouvelables, mais aussi fortement de la méthanisation, un recours à l'hydrogène, mais qui est importé. Le scénario 3 fait le pari que certains pays vont se spécialiser dans la production bas carbone d'hydrogène qu'on pourra importer. Et il y a encore une utilisation de carburants fossiles qui sont eux aussi importés. Au niveau de l'alimentation, il y a une évolution qui est moins forte que dans les autres scénarios, mais quand même avec une diminution de 30% de la consommation de viande et une augmentation, un passage à 30% de la part du bio. Face à cela, il y a quand même tout le reste de la production a de plus en plus recours à des intrants, a de plus en plus recours à de la technologie, ce qui se manifeste sur la carte par, vous voyez, la zone ici d'agroécologie est grisée parce que on est vraiment dans de la production agricole axée sur la green tech. Au niveau de la mobilité, comme on est dans la métropolisation, il y a une continuation de la hausse des déplacements avec la voiture individuelle électrique qui occupe la majeure partie des possibles déplacements, et puis des solutions. Il y a besoin d'une multiplication des solutions, y compris pour les livraisons et le commerce, où le e-commerce se développe de façon plus nette que dans les autres scénarios. Alors, il y a une forte demande de production. En termes de production, on est en légère baisse par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il continue à y avoir besoin d'énormément de matières premières, et on est vraiment dans un contexte de concurrence européenne, voire internationale. Ce qui fait qu'il y a très très peu de relocalisation industrielle. Le commerce, il y a une concentration des échanges commerciaux au niveau européen et une place du e-commerce qui est de plus en plus importante et qui continue quand même à optimiser le réemploi. Au niveau de l'habitat, c'est un scénario qui met en place des plans de déconstruction-reconstruction, vraiment qui est qualifié de haussmannienne. Et en fait, pour optimiser les performances énergétiques des bâtiments, où il y a 50% des bâtiments qui répondent à la norme bâtiment basse consommation, on passe par cette déconstruction et l'industrialisation des solutions d'efficacité énergétique. Donc, les bâtiments qui ne peuvent pas bénéficier de cela ne peuvent pas atteindre ces performances énergétiques. Il commence à y avoir vraiment des systèmes de rénovation à deux vitesses. Au niveau des freins,
eh bien, il y a des freins économiques avec des risques forts d'effet rebond, puisque dans la consommation d'énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre, il y a peu de contrôles qui sont effectués. Et il y a le risque de perdre la maîtrise, qu'il y ait plus d'utilisation que prévu, et donc que la neutralité carbone soit remise en cause. Ensuite, il y a le scénario 3, fait vraiment le pari d'un découplage entre la croissance et les impacts environnementaux, pari qui, pour l'instant, n'a jamais pu être vérifié à l'échelle nationale et sur une période importante. Au niveau politique, eh bien, il y a ce besoin de mettre en place des politiques fortes, ce besoin d'instaurer quand même des quotas carbone et un besoin d'un État régulateur important au niveau européen. Au niveau des changements sociaux, finalement, il y a peu de changements sociaux, mais il y a un réel questionnement sur la possibilité des plus pauvres d'accéder aux ressources de base. Et enfin, au niveau environnement, eh bien, il y a encore une dépendance aux énergies fossiles. Il y a le besoin de développer des technologies de captage de carbone pour un tiers des émissions, qui demandent des investissements forts et qui questionnent sur la faisabilité en 28 ans de déployer ces dispositifs sur l'ensemble du territoire français. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension sur ce scénario ? Non. Oui. Ah, alors excusez-moi. En fait, le nucléaire, il y a deux options pour ce scénario 3. Il y a une option qui s'appuie sur le nucléaire et une option qui ne le mobilise pas. L'ADEME a vraiment modélisé ça. D'autres questions ? Est-ce que vous pensez qu'il soit faisable de mettre en place ce scénario sur le territoire français et plus particulièrement sur le département de la Manche ? Ok, c'est plus mitigé que précédemment. Est-ce que vous pensez que les habitants de la Manche puissent trouver ce scénario désirable ? D'accord. Et est-ce que vous pensez que l'exercice des compétences du département sera facilité par ce type de scénario ? Moyen. Alors le scénario 4, le dernier, qui est le scénario du pari réparateur, avec une gouvernance ancrée dans la globalisation, qui permet de maintenir une croissance mondialisée, un consumérisme, enfin une consommation débridée. On est sur des taux de production qui sont plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui. La haute technologie est présente à tous les niveaux de la société, y compris au niveau de l'intelligence artificielle, qui permet d'optimiser l'efficacité de tous les secteurs. On continue d'être sur de l'étalement urbain avec une continuation de l'artificialisation des sols et un rapport au vivant qui est ancré dans l'exploitation. Le scénario 4 considère que, eh bien, il y a des services écosystémiques qui seront durablement perdus et affectés et que la technique va permettre de répondre et de remplacer. On ne cherche pas à ne plus abîmer, on se dit que la technique va permettre de réparer et de compenser. Au niveau de la consommation d'énergie, il y a une baisse, c'est la baisse la moins importante, tout comme pour les matériaux de construction. Il y a une forte mobilisation de la biomasse. Le scénario 4 a d'énormes besoins au niveau de l'énergie. Et au niveau de l'emploi, il y a une hausse de 5% par rapport à ce qu'on connaît en 2020. Les impacts sur la biodiversité sont forts, avec un taux d'émission de déchets qui reste élevé et un pouvoir d'achat qui est en moyenne élevé, mais avec des écarts de salaire très importants et finalement une grande accentuation des inégalités sociales. La captation du carbone se fait
assez peu par les puits naturels et s'appuie en très grande partie sur des puits artificiels, à la fois dans des zones d'émissions fortes, mais aussi sur une technologie qui est aujourd'hui complètement immature, c'est-à-dire ce qu'on appelle des aspirateurs à carbone dans l'air, que ce scénario demande de déployer sur l'ensemble du territoire français très rapidement. Au niveau de l'énergie, eh bien, il y a encore de l'énergie nucléaire. Ce scénario demande un fort développement de l'énergie nucléaire, de fortes importations d'énergie également. Il y a besoin beaucoup de déployer les énergies renouvelables où il doit y avoir, qui sont visibles sur tout le paysage français et un recours aux biocarburants et à la méthanisation qui est forte. Dans ce scénario 4, l'hydrogène est assez peu développé parce qu'il est concurrencé par d'autres technologies. Alors dans la mobilité, on est vers une recherche d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus vite, donc une hausse de la mobilité, un déploiement de voitures individuelles, de voitures connectées, et le pari que l'aviation électrique et à hydrogène va se déployer et permettra de continuer à voyager sur de longues distances. Et au niveau de la mobilité des marchandises, eh bien, on est dans la continuation avec un fret routier et maritime très important et des besoins de véhicules électriques de livraison très rapides puisqu'on est toujours dans l'immédiateté. Au niveau de l'alimentation, eh bien, il y a assez peu de modifications au niveau de l'alimentation carnée et un développement à la fois de compléments de protéines végétales et aussi au niveau des, par exemple, de protéines de synthèse. Il y a aussi une utilisation massive d'applications pour mieux s'alimenter et un recours à l'alimentation toute prête sous forme de livraison qui se fait de manière automatique grâce à l'intelligence artificielle. L'industrie est toujours mondialisée et la décarbonation s'appuie sur l'aspiration, sur les techniques de captage carbone artificielles. Il y a un tel besoin de matières premières qu'il faut aller chercher ces matières à la fois dans les océans, dans l'espace, donc dans des zones qui sont pour l'instant inexploitées par l'homme. Et au niveau des besoins en bois, ils sont tels qu'on assiste à une coupe à blanc des forêts et des feuillus pour que ce soit remplacé par des conifères qui ont une productivité plus importante et permettent d'avoir plus de rendement. Le commerce est ancré dans le commerce électronique avec une réelle remise en question des magasins physiques, des zones qui continuent à s'urbaniser et qui, à la fois, il y a des magasins physiques qui existent aujourd'hui qui disparaissent et dans les zones urbanisées qui s'étalent, eh bien, il n'y a pas de magasins, donc il y a des zones qui sont complètement dépendantes des livraisons, notamment au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'habitat, eh bien, il y a une poursuite de la construction neuve et de l'urbanisation qui conduit à aller vers plus de... l'artificialisation, qui remet en cause les objectifs de zéro artificialisation nette et une multiplication des équipements et de la domotique dans les habitations pour aller vers plus d'efficacité. Au niveau des freins, c'est le scénario qui a le plus de freins. Il y a évidemment les freins environnementaux avec une réelle diminution de la résilience face aux événements climatiques. Dans ce scénario, ce qui est décrit, c'est que vraiment les événements forts et les catastrophes naturelles font partie du quotidien, qui sont suivis par la technologie, où chaque zone doit toujours être prête à se confiner et à faire face à des événements extrêmes.
des services écosystémiques qui sont durablement perdus et on a au niveau économique pas d'idée de ce que ça représentera. Au niveau de la technologie, eh bien, ces aspirateurs à carbone dans l'air, c'est un réel pari. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont complètement immatures et ça a des incidences au niveau économique parce que si on arrive à les faire aboutir, ces technologies, eh bien, on ne sait pas à quel coût elles seront déployables sur l'ensemble du territoire français. Au niveau politique, cette captation carbone et ces stockages posent des problèmes géopolitiques importants. C'est un peu comme, au niveau de la dangerosité, ça peut se rapprocher des déchets nucléaires. Et donc, où est-ce qu'on les stocke? Comment est-ce qu'on les transporte? Ce sont des vraies questions importantes dans la société. Au niveau social, il y a un accroissement des inégalités avec, comme les événements climatiques forts sont très importants, il y a une explosion du marché de l'assurance où tout est assurable et les mutuelles santé qui sont indexées sur le régime alimentaire des personnes qui sont assurées. Est-ce que vous avez des questions de compréhension sur le scénario 4 ? Alors, on atteint la neutralité carbone territoriale, sachant que c'est un scénario donc, qui a le plus fort émission. Donc, finalement, l'empreinte carbone, et même si on reste au niveau territorial, elle est la plus forte. Et aussi, il y a des besoins d'importation, autant de biens, de services que d'énergie, qui sont importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension sur ce scénario? Est-ce que vous pensez qu'il est faisable de mettre en place ce scénario? Je reprends les questions. C'est faisable avec les problèmes technologiques qui sont vraiment mis en avant par l'ADEME. Est-ce que vous pensez que les habitants puissent trouver ce scénario désirable? Un peu de oui quand même, mais plus mitigé. Et qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'exercice de l'activité des départements, des compétences au niveau de vos champs de compétences? Personne se... En partie, oui. Et puis, on est vraiment dans une gestion globale où la prise en compte, l'État est là pour assurer les stocks stratégiques, mais donc les inégalités, il y a des inégalités sociales, mais territoriales très fortes également. Alors, je vais revenir. Ah, mais je l'ai à l'envers, c'est pour ça. Alors, il est intéressant d'établir quelques points de comparaison entre ces différents scénarios, avec ici cette infographie qui a été réalisée par l'ADEME et qui met en lumière les différences de recours en termes de levier de sobriété et d'efficacité et l'appui sur des gouvernances qui sont plus ou moins locales d'un scénario à l'autre et des impacts plus ou moins forts sur la biodiversité. Sur la faisabilité, tout à l'heure, je vous ai, au moment de chaque scénario, je vous ai posé cette question. C'est une question que l'ADEME a posée à un panel de Français. Et globalement, il y a des choses qui sont jugées faisables, tant dans l'évolution déjà qui sont... Alors dans l'évolution des modes alimentaires, l'évolution des modes de consommation, aller vers plus de télétravail et changer ses habitudes de transport, qui sont déjà un petit peu tendancielles en France. Et certaines divisent sur les besoins de certains scénarios d'aller vers plus de partage, d'aller sur l'instauration de quotas carbone, et aussi pour d'autres d'installer la technologie et la domotique au cœur de tous les services en France. Il y a aussi la question financière
où le scénario 4, par exemple, pour développer ces technologies, demande des investissements majeurs de l'État, ce qui demande à réenvisager les systèmes de redistribution de richesses. Là aussi, vous avez tous les points de divergence entre les répondants sur des notions, la notion de partage, est-ce que c'est positif ou négatif, la notion de consommation, de technologie, et tout ce qui peut créer à la fois être vu par certains comme positif, alors que la même chose sera vue par d'autres de manière très négative. Vous avez vu? Sur cette slide-là? Alors, cette slide, ça montre en fait, l'ADEME a posé des questions, a présenté ces différents scénarios à un panel de Français, et il montre que, par exemple, la notion de partage qui est dans le scénario 1, eh bien, divise. Il y a des gens qui pensent que le partage, ça va être quelque chose qui sera vu de manière positive, et d'autres qui pensent que, en fait, ça va être vu de manière très négative, puisqu'il y a un réel attachement à la propriété. Donc, à chaque fois, vous avez la notion et les deux points de vue. Et pour chaque scénario, les notions principales qui divisent dans la manière dont elles sont reçues, qu'elles ont été reçues par le panel de Français auquel s'est adressé l'ADEME. Est-ce que c'est plus clair du coup? Et tout à l'heure, je vous ai posé la question sur la désirabilité de chacun des scénarios, question qu'a posée l'ADEME à ce panéliste de français. Et en a émergé un certain nombre de mots-clés, avec des mots-clés qui sont clairement positifs, des mots-clés qui sont, on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif, ça peut être les deux, et des mots-clés qui sont clairement négatifs. Est-ce que vous pensez, quel scénario pensez-vous qui a récolté le plus de mots positifs? Pensez-vous que c'est le scénario 1? Ouais, 2. Pensez-vous que ce soit le scénario 2? Ok, le scénario 3 et le scénario 4. Ok. Et donc là, vous avez les nuages de mots-clés où les mots qui sont en bleu sont des mots positifs, les mots qui sont en jaune sont des mots ambivalents et les mots en orange sont des mots négatifs. Et vous pouvez voir quel est le scénario qui est le plus plébiscité par ce panel de répondants. Est-ce que l'ADEME a interprété? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense qu'ils ont demandé, parce que comme il y a eu tout le côté sur les divergences, est-ce que partage c'était un mot positif ou négatif, je pense qu'ils ont posé la question aux panélistes de savoir s'ils utilisaient ce mot dans un sens négatif, positif ou ambivalent, mais je ne suis pas certaine de ma réponse. Tout est visible dans ce que l'ADEME a. Donc il y a le rapport complet, et il y a aussi des choses qui viennent compléter ce rapport complet. C'est dans le feuilleton. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez entendu la réponse? Alors du coup, c'est un panel complet qui représente la diversité de la population française, y compris les jeunes, y compris les personnes plus âgées, y compris des personnes qui vivent en ville, y partie des personnes qui vivent en zone rurale. Tout a été pris en compte. Merci. Pourquoi est-ce que la simple question de savoir quel est le scénario
tout cas, c'est pas clairement dit, c'est pas clairement exprimé comme ça sur les rapports que j'ai lus. Ça permet d'être plus nuancé aussi. Ben, ça s'entend. Mhm. Et le 4, ce qui ressort aussi, c'est que présente aux yeux du public des fragilités étant un manque de contrôle absolu, parce qu'on part dans une direction très productiviste que nous connaissons déjà aujourd'hui, mais qui peuvent très vite basculer. Qui sont C'est à plus l'échelle fortes. mondiale, il faut y penser. Donc il y a plusieurs pays qui sont là-dedans, qui peuvent faire basculer vraiment dans le rouge Mhm. à l'échelle de l'économie. Mhm. Donc, certains, je pense que le plus rassurant, effectivement, c'est la coopération. Parce que c'est là qu'il y aura que le plus. Mhm. Et peut-être que ce qui est plus solide, peut-être pareil plus solide. En termes de résilience aussi, comme il est moins émetteur, par exemple le scénario 1 est celui il est presque négatif quand on arrive à la neutralité carbone, ce qui fait que les impacts sur la biodiversité qui ne sont pas modélisés, comme ça maintient en dessous de 1,5 degré, mais il y a quand même une hausse des températures moyennes, ce qui fait qu'il y a des impacts sur la biodiversité qui sont difficiles aujourd'hui à estimer. Et finalement, ceux qui sont les moins émetteurs, ce sont ceux qui ont le moins de risque d'effet rebond par rapport à ces effets qu'on ne connaît pas. Et effectivement, c'est ceux qui s'appuient sur des choses où on sait que ça fonctionne. La captation, le captage et le stockage artificiel, on ne le sait pas. Alors, je vais y répondre parce que j'ai encore des petites slides de conclusion, et ça, je vais y répondre en partie dedans. Voilà. Et du coup, je vous encourage, si jamais je n'ai pas répondu correctement à ça, à me reposer la question à la fin. Ça vous va? Ok.
Alors, ils sont sur une évolution de la population semblable sur les 4 scénarios. Oui. Pour l'instant, pour le coup, ça n'a pas été modélisé, effectivement. Dans aucun des scénarios, les migrations climatiques n'ont pu être modélisées. Ouais. Les scénarios, ce sont vraiment des photographies de ce que sera la société en 2050. Donc c'est à ce moment-là, avec la même modélisation d'évolution de la société. Il n'y a pas le scénario 3, enfin, pour aucun des scénarios, quelles seront ces évolutions sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Donc c'est vraiment une photo à un temps, enfin, une photo sur une période 2050. Oui, il me semble. Hein, enfin, mais c'est des choses qui ont été modélisées. Je vous ai montré au début tous les modèles qui ont été utilisés. Et ça, ce sont des choses qui ont été modélisées. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de comment ça a été fait. Oui. Sur le sujet de il n'y a pas de gouvernance mondiale sur le sujet des émissions de carbone. C'était sur ce sujet-là. Je continue et il y aura un temps. Ah non, pardon, Fabien. Complètement. Je ne sais pas si ça a été modélisé, mais par contre, il le mentionne. Du coup, le scénario 1 et 2, comme il y a une production locale, eh bien, il y a une moins grande dépendance aux trafics internationaux. Voilà, je ne suis pas certaine que ça a été modélisé complètement, mais il le mentionne. Et comme pour les 2 autres scénarios, ils disent qu'il y a des possibles effets rebonds par rapport à ça. Alors, vous vous souvenez, dans le film que je vous ai projeté au début, il y avait 5 grandes questions qui sont les 5 leviers grâce auxquels on peut agir. Eh bien, la dame a dégagé ce qu'implique de solliciter le levier de la sobriété, des puits naturels, des régimes alimentaires, et ce que nécessite chacun de ces leviers. Et je trouvais intéressant de vous le donner à voir à la fin de la présentation, avec un besoin de modifier les imaginaires pour le levier de la sobriété et du bâtiment,
besoin de rééquilibrer les régimes alimentaires, des vrais besoins de planification au niveau de l'industrie et un besoin d'aller préserver et renforcer les puits naturels de carbone. C'était aussi mentionné dans le film sur les 9 enseignements transverses que nous donne cette étude, au-delà des 4 scénarios. Et le premier des enseignements, madame, je pense que ça va répondre à votre question sur est-ce qu'on peut prendre un petit peu de chacun des scénarios. Alors évidemment, c'est un travail prospectif, donc la réalité ne va pas ressembler tel quel à un des scénarios. Ceci dit, chaque scénario a sa propre cohérence. Vous voyez que dans la mobilisation de l'énergie, des besoins énergétiques, c'est direct, enfin en tout cas, ça correspond à un taux de productivité industrielle, à des rapports économiques, à des rapports de mobilité, et chaque scénario a sa propre logique. Donc autant la réalité ne sera pas un des scénarios, puisque c'est un exercice prospectif, autant ça n'a pas de sens d'aller choisir chacune des solutions, parce que c'est vraiment un système et ça a été pensé comme ça. Chaque scénario repose sur des paris forts, hein, les 2 premiers sur des paris humains, les 2 seconds sur des paris technologiques. Chaque scénario demande d'agir très vite, chaque scénario demande de diminuer les besoins énergétiques, de transformer l'industrie, de donner la priorité à l'adaptation de l'agriculture et des forêts, présente le vivant comme un atout. Chaque scénario exerce des pressions très différentes sur les ressources naturelles, ce qui a des répercussions sur les capacités d'adaptation et de résilience. Et chaque scénario demande à développer, repose au moins sur 70% des énergies renouvelables pour produire son énergie. Il y a un 10e picto ici, qui est le picto qui est central, où dans chaque webinaire de l'ADEME, et à chaque fois que des adémiens prennent la parole, ils le rappellent, ne rien faire coûtera plus cher que de mettre en œuvre l'un de ces scénarios. Donc tous les scénarios impliquent des modifications profondes de société, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des scénarios qui font ces changements via les modes de vie, et d'autres qui choisissent de plutôt préserver les modes de vie, mais ce qui implique des modifications du cadre de vie, finalement, de comment on interagit, des modes de transport, de la ville, de l'étalement urbain ou pas. Voilà. Et donc c'est soit sur les modes de vie, soit sur les cadres de vie. Tous demandent à agir vite. Les risques d'effets rebonds sont très différents d'un scénario à l'autre, et la possible résilience aussi. Moi, un des grands enseignements que j'ai eu à travailler sur ces 4 scénarios de l'ADEME, c'était vraiment de pouvoir contextualiser chaque proposition de solution sur le type de société auquel cette solution participe. Et moi, je trouve que en tout cas, moi, ça m'enrichit beaucoup par rapport à ça. Quand je vois des propositions de solutions, au-delà de mes croyances, je peux les mettre en corrélation avec des types de sociétés que l'ADEME a mis 2 ans à décrire. Merci pour votre attention et évidemment, je suis disponible pour des questions. Oui. Alors, c'est exactement ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que les possibles effets rebonds et les impacts sur la biodiversité sont mentionnés, mais ils ne sont pas modélisés. Mais effectivement, c'est des choses en fait qu'on ne connaît pas, donc les modèles n'existent pas. Si par exemple il y a comme dans le scénario 4, c'est envisagé raser tous les feuillus pour les remplacer uniquement par des conifères, on ne sait absolument pas ce que ça va avoir comme effet, puisqu'on n'a jamais fait l'expérience. Donc c'est difficile de modéliser ça. On rentre dans des choses. Et puis autant sur le climat, les rapports successifs du GIEC sont
assez conséquent, autant sur la biodiversité, le nombre de recherches à disposition sont plus limités. Pour autant, l'ADEME met le vivant est un atout majeur pour atteindre la biodiversité. Et on voit bien finalement que quand on reprend l'image de la fresque, quand les scénarios qui partent du côté citadin pour aller s'exporter du côté rural, eh bien, sont ceux qui sont les plus impactants et qui ont le plus de risques d'effets rebonds et de questionnement, effectivement, par rapport au climat aussi, sur l'adaptation, alors que ceux qui partent du côté rural pour aller se transposer jusque dans l'espace urbain sont ceux qui ont le moins de risques d'effets rebonds et qui ont le plus de possibilités de résilience et d'adaptation. Oui. Alors, dans ce que j'ai lu, vous me renforcerez si je ne suis pas complètement exacte, c'est mentionné, par exemple, le scénario 1, avec le recours à la low-tech, ça fait qu'en cas de catastrophe, chacun est beaucoup plus autonome pour réparer, pour trouver les matières premières, etc. J'ai pas trouvé de chapitre qui décrit et qui fait un comparatif dans les capacités d'adaptation. Après, on voit bien que tous les choix qui sont faits dans les scénarios sont finalement des choix d'adaptation. Est-ce que je m'adapte en adaptant mon régime alimentaire, ou est-ce que la société s'adapte en déployant des technologies à grande échelle ? Aux conséquences du changement climatique. Alors, oui. Donc l'ADEME dit que, par exemple, le scénario 1, qui est le scénario le moins émissif, finalement c'est rassurant parce que comme on n'a pas modélisé l'évolution de la réponse de la biodiversité par rapport à la hausse quand même, de 4 dixièmes de degré, eh bien c'est celui qui finalement offre le plus de chances de résilience et d'adaptation. Et comme il n'y a pas, par exemple, l'étalement urbain ne continue pas et freiné, eh bien il y a moins de choses qui peuvent être cassées. Et par rapport aux précipitations et aux tempêtes dont vous parlez, ça c'est un secret pour personne, que la capacité des sols à absorber l'eau ou les effets de ruissellement ont des conséquences directes sur l'adaptation. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de chapitre de comparatif comme il peut y en avoir sur d'autres aspects. Oui, Fabien. Comment l'ADEME a réfléchi par rapport aux différents scénarios? Est-ce qu'il faut les prendre en tant que tels, ou est-ce qu'on peut faire son marché, en fait, dire tiens, moi il y a un truc qui m'intéresse dans la construction de la politique, plus à tel endroit, tel autre truc à tel autre. Enfin, quel est le positionnement un petit peu sur le sujet? Le positionnement, c'est vraiment que chaque scénario a sa propre cohérence et que les besoins énergétiques sont directement liés aux besoins de production et aux besoins de consommation, que la manière de modifier ou pas l'agriculture a des conséquences directes sur le renforcement des puits naturels de carbone et qu'il y a vraiment une vraie cohérence à l'intérieur de chacun des scénarios. Ce serait intéressant d'ailleurs de modéliser ça en se disant, moi j'aimerais bien prendre, alors je pense qu'on n'aura pas le temps là, mais c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup. Admettons, mon scénario préféré c'est le numéro X, mais il y a un des éléments du scénario Y qui m'intéresse. Si je le mets dedans, qu'est-ce que ça change au niveau de la demande énergétique, au niveau de l'alimentation? Enfin, vous voyez, sur les leviers, ce serait quelque chose qui est intéressant et je pense qu'on se rendrait compte assez rapidement que finalement, ça modifie tout le scénario.
Je voulais rebondir, et enfin, ma question était un peu identique, c'était est-ce que finalement on n'identifie pas des risques aussi à justement piocher certaines solutions dans différents scénarios? Est-ce que l'ADEME en fait considère qu'il faut, quand on parle d'organisation, on parle aujourd'hui par exemple de planification, est-ce que la planification ça ne veut pas dire il faut partir dans telle ou telle direction, et dans ce sens-là on est capable de faire quelque chose de cohérent qui nous amène à la neutralité carbone, et dans le sens, est-ce que finalement le sous-entendu n'est pas derrière, si on choisit un peu à droite à gauche, eh ben, on n'y arrive pas. Ben, en tout cas, il y a un besoin de cohérence. Je pense que l'ADEME ne le dit pas de cette manière-là. L'ADEME a besoin de garder une neutralité, et c'est très bien parce que c'est ce qui rend ses travaux utiles. Mais effectivement, la planification, ça doit s'appuyer sur de la cohérence. Et c'est ce que je disais. Donc, dans les objectifs, c'était dégager les champs des possibles et éclairer les choix politiques. Et dans les choix politiques, eh ben, tel type de solution et telle mobilisation d'action, c'est un tel type de société et c'est incohérent avec tel autre. Il y avait une question ici. Merci. Oui, je me pose juste la question. Quand j'ai vu sortir le résultat de cette étude et les 4 scénarios, je pensais que ça ferait beaucoup de buzz, qu'il y aurait beaucoup de réflexions autour de ça, etc. Et pour être franc, je suis extrêmement déçu. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Quelle en est la raison, selon vous? Alors ça, c'est... Je pense que je ne suis pas la mieux placée pour y répondre. Je peux vous donner mon avis, mais je ne suis pas sûre qu'il soit... D'abord, les 4 scénarios, c'est pas simple à comprendre. Alors, il y a ces synthèses, cette synthèse qui existe en 40 pages, il y a un résumé en 7-10 pages, et puis il y a le rapport complet en 684 pages, plus tous les compléments. Donc, ça demande un réel investissement. Moi, honnêtement, j'ai été mandatée par l'ADEME pour travailler sur cette adaptation visuelle. Ça m'a permis de prendre du temps pour m'y plonger. Je pense que sinon, je n'aurais pas pu m'y plonger de la même manière parce que j'ai besoin de travailler pour vivre et que j'ai besoin d'avoir des activités. Donc en termes d'investissement, il y a ça. Ensuite, moi aussi, je partage votre déception et c'est aussi pour ça qu'on a été mandaté pour faire ces synthèses visuelles. Ces synthèses visuelles, elles ont été publiées au niveau, les Geniali, c'est ces documents interactifs sur lesquels je me suis appuyée, ont été mis en ligne lundi dernier. Je croise les doigts pour qu'ils puissent être déployés et que ce type d'intervention, que ce soit moi ou d'autres, puisse se multiplier autant au niveau des élus qu'au niveau des entreprises et de la société civile. Parce qu'ils ont été publiés à l'automne, mais ils ont été, le grand lancement, et par exemple nous, nos travaux de synthèse visuelle, c'était fin mars dernier. Donc, et bien sûr. Non, pas du tout. Non. Effectivement, je prends ma casquette d'administrateur de l'ADEME 2 secondes. En fait, c'est vrai que c'est vraiment une question de timing aussi. C'est que le grand défi, c'était effectivement en mars, et c'est qu'à partir de là qu'il y a eu effectivement aussi cette publication, ce partage des infos. C'est pas encore arrivé jusqu'au haut des ministères, comme en plus ils étaient en pleine mouvance électorale. Donc là, l'enjeu, notamment du prochain CA de l'ADEME, c'est d'évoquer comment on refait passer les messages auprès du ministère. Alors, maintenant, comme on est censé avoir Elisabeth Borne à la planification, vous avez vu la partie planification, plus deux autres ministres, normalement, c'est comme ça que l'ADEME le voit, le gouvernement doit s'en saisir maintenant sur les scénarios. Mais pour le moment, effectivement, c'est pas vu, et il y a eu des annonces aussi au niveau énergétique, etc., qui étaient un peu contradictoires pour l'ADEME par rapport à ces scénarios. Donc c'est vrai qu'Arnaud Leroy était un peu embêté de ça. Mais on lui a clairement fait sentir que on était en campagne et que c'était pas le bon timing. Donc moi je suis optimiste, mais vous avez raison. Pour le moment, on se demande pourquoi il y a ça d'un côté et une politique du gouvernement de l'autre. Alors que c'est un travail de l'ADEME qui est quand même agence nationale. Et moi je pense aussi beaucoup à l'accaparation de ces travaux par rapport aux journalistes, par exemple. C'est des questions qui pourraient être posées quand il y a des propositions politiques
d'être mis en rapport. Enfin, vraiment, moi, je crois beaucoup, et de la société civile et des élus. Vous dites c'est pas encore fait. Pour autant, je suis ici au conseil départemental de la Manche aujourd'hui pour les présenter, et j'espère que d'autres conseils départementaux et que d'autres collectivités territoriales feront la même démarche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ces 4 scénarios qui sont très contrastés, mais est-ce qu'on peut imaginer, quel que soit l'échelon de la collectivité, une collectivité décider de cette orientation? Voilà, nous allons sur le scénario 2, nous allons tout mettre en œuvre pour favoriser la mise en place de ce scénario 2. Et si on imaginait qu'il y ait des passerelles ou des transparences ou qu'il y ait des mix de scénarios, on voit bien qu'il y a certains signaux, et j'entends la remarque sur le volet énergétique notamment, qui tendent à montrer qu'on s'oriente vers un scénario plus qu'un autre. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité de chacune des collectivités. Et après, effectivement, avant qu'il y ait une vision commune pour la France et qui soit partagée par à la fois toutes les collectivités et soutenue par la société civile, il y a un vrai travail, je pense, de sensibilisation à faire et de donner à voir ces chemins possibles et ensuite de concertation. Et effectivement, je crois qu'il y a des collectivités ou des territoires qui vont se positionner sur des scénarios et qu'après, ce sera une question de négociation. Après, ça, c'est mon analyse et c'est ma vision. Je ne sais pas ce que dit l'ADEME à ce sujet. Et voilà, c'est comme ça que moi, je l'envisage. Là, c'est mon... Enfin, voilà, ça n'a pas plus de... C'est pas porté par l'ADEME. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous parlez des différentes collectivités qui doivent se positionner, mais il me semble difficile qu'une partie des collectivités partent sur tel scénario et que l'État parte sur un autre. Enfin, on est d'accord, c'est cohérent, ça doit quand même partir du haut et un petit, même si ça doit être ça peut aussi ou partir du bas. Mais il faut qu'on s'entende tous, à tous les échelons. C'est pour ça que c'est important que chacun puisse visualiser quels sont les chemins possibles et quelles sont les alternatives pour pouvoir avoir une discussion avec chacun la même base. Et ensuite, les collectivités territoriales, elles ont quand même à rédiger des PCAET, donc des plans climat, énergie, j'ai plus tout l'acronyme, mais c'est aussi chacune des collectivités qui décide d'inclure ça dans ses plans stratégiques. Et comment est-ce qu'ils les traduisent. Donc vraiment, et ça, je vais reprendre une étude de Carbone 4 qui dit, aujourd'hui, on dit c'est à l'État de porter ça, d'autres qui disent c'est aux individus à changer, et d'autres c'est aux entreprises. Sortons de ce triangle de l'inaction pour aller vers un cercle vertueux et en fait entamer à la fois une sensibilisation et une compréhension de quoi on parle quand on propose telle solution, et ensuite une réelle concertation. Mais vous avez raison. Il faut qu'il y ait un consensus, on est d'accord. Exactement. Sur un scénario. Et comment il est porté par qui, et je pense que chacun à son échelle a son rôle à jouer là-dedans. Et là encore, c'est mon opinion. Une question ici, et après je pense qu'il faudra... Oui, je me permets de poser une question sur le temps de l'action. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un point commun entre bon nombre de scénarios, c'est ce que vous avez décrit en 2 mots, c'est agir vite. Or, quand on écoute les scientifiques du GIEC, ils nous disent que dans le bilan qu'ils font des mairies, des collectivités locales, qui dans certaines régions ont été les premières à agir face au dérèglement climatique, et les résultats obtenus, il a fallu au moins 15 ans, soit 2 mandats de maire. Bon, voilà. Et il y a ça dans le rapport du GIEC. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose pour vous, une ligne de force, c'est la rapidité de l'action? Mais évidemment, c'est ce que dit quelle que soit l'orientation qui est prise, il faut prendre une autre orientation rapidement et exercer des changements profonds. Il y a les 4 scénarios de l'ADEME, finalement il y en a 5, parce que l'ADEME a aussi modélisé, alors on n'a pas fait le même travail, mais sur qu'est-ce qui se passe
si on continue dans la tendance actuelle, il y a des gens qui disent la tendance actuelle c'est le scénario 3, c'est le scénario 4, pas du tout. Alors j'ai noté le chiffre parce que j'ai une mauvaise mémoire des chiffres, mais le 5e scénario, qui est le scénario tendanciel, il n'arrive pas du tout à la neutralité carbone. Il arrive à un excédent de carbone de 130 millions de tonnes de CO2 par an. Donc effectivement, agir vite, dans quelle direction? Et il y a besoin de cohérence. Moi, pour le coup, je veux pas... j'ai pas lu cet extrait-là du rapport du GIEC, donc j'entends ce que je vous dites, mais c'est compliqué pour moi de le mettre en perspective. Mais voilà, c'est un des messages. Il faut agir vite et décider de la direction maintenant. Le plus vite, c'est le mieux. Et je vais laisser la parole. C'est les mots qu'il faut retenir. Le plus vite, c'est le mieux. Alors, je me permets d'intervenir. Vraiment une dernière question, c'est ça? C'est que je vais vous présenter la suite de la journée. Donc, vous vous rappelez, la journée 2, c'était sur la thématique de l'atténuation. La présentation de ces 4 scénarios, quoi qu'il en soit et quoi qu'on choisisse, il y a quand même un certain nombre d'années qui sont jouées. Le dérèglement climatique va continuer de s'accentuer et donc on va devoir s'adapter. Et l'objet des ateliers de cet après-midi, c'est de traiter de cette thématique d'adaptation. Alors, pour savoir comment ça va se passer, vous le savez déjà un petit peu, parce que si vous étiez présent à la journée 2, on a repris, vu qu'on a pris un peu vos retours et ça vous a convenu, la manière dont on a fait collectivement les ateliers. Alors on a repris le même format. Ce seront des ateliers d'intelligence collective avec à peu près les mêmes étapes, sauf qu'on aura un petit peu plus de temps. On va un petit peu moins courir, donc ça c'est bien. Et les 2 dernières étapes sur notamment le pitch et juste avant la construction et l'affinage de vos solutions préférées, vous allez avoir 1 heure au lieu d'une demi-heure. C'est juste le changement qu'il y aura. Okay, donc il y a 8 tables de 8 groupes donc, et on vous a concocté des thématiques que vous allez pouvoir découvrir cet après-midi. On va partir après un petit mot vers midi. Et puis, on commencera à 13h45. Alors, même si on a un petit peu de temps, je compte sur vous pour respecter le timing et pour que ça continue de bien se passer jusqu'à la fin de la journée. Voilà, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Juste, je vous encourage à continuer à vous familiariser avec ces scénarios. C'était une présentation très courte, finalement. Il y a des documents, le document de synthèse. Il y a ce document-là aussi qui a été écrit en collaboration avec l'ADEME, qui met en récit et qui est vraiment très chouette, qui est téléchargeable gratuitement. Et je pense que ça donne aussi une approche sensible des différents scénarios. Il y a plein de choses qui existent. Voilà, moi je vous encourage vraiment à poursuivre ces découvertes. Oui, une dernière question. Oui, il faut agir vite, ça, on est tous d'accord avec ça. Mais pourtant, la sonnette d'alarme est tirée depuis de nombreuses années, puisque je crois que Saroun Tazieff, en 1978, déjà exposé ce qu'on vit à l'heure actuelle. Monsieur Chirac a parlé de la maison brûle il y a très longtemps. Voilà, on parlait de développement durable. Aujourd'hui, on est dans la transition écologique. Le transit, ça peut être long, pareil. Voilà, alors qu'il faut malgré tout agir vite. Et puis, même si à l'échelle de la France, les collectivités, l'État se mettent dans la même voie pour trouver des solutions, il y a tout le reste ça a été dit dans l'introduction par le président Morin, c'est des accords mondiaux qu'il faut pour qu'on trouve des solutions et puis pour qu'on avance. Donc comment l'ADEME travaille avec d'autres confrères à travers le monde, et est-ce qu'elle fait d'ailleurs, voilà, pour voir un petit peu comment ça évolue dans chaque pays et est-ce qu'on va vers une gouvernance mondiale par rapport à ces questions-là, justement. Oui, c'est le GIEC, l'ONU, c'est soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle mondiale, c'est des institutions qu'on connaît déjà. Après, c'est toujours le problème au niveau des changements. Est-ce qu'on attend que les autres bougent pour bouger? Est-ce qu'on insuffle ça? C'est toujours... Oui, et pour autant, si on ne l'est pas, de toute façon, ça ne changera pas. Donc, faut le faire en espérant que d'autres le fassent aussi. Effectivement, on est sur un territoire français et du coup on a du pouvoir sur le territoire français. L'étude de l'ADEME, elle est venue parce que justement la demande côté français était de dire
il y a le GIEC, il y a le travail de l'ONU, mais tout ça est un peu lointain par rapport à notre territoire et nous, comment est-ce qu'on peut contribuer en France. Donc, tu vois, l'étude ADEME, elle est partie de là, d'essayer d'apporter des leviers d'action sur le territoire français. Donc, c'est la démarche inverse de celle que tu cites, c'est pas à l'ADEME de s'ouvrir vers l'extérieur, il y avait au contraire une démarche mondiale, et la question posée à l'ADEME, c'est de dire, oui, mais nous, comment on fait pour contribuer dans ce schéma mondial? Si vous voulez conclure, ce sera formidable. Oui, c'est ce qu'on me demande, donc je le fais et je m'y prête avec plaisir. En ne voulant surtout pas interrompre personne, mais enfin je vous remercie toutes et tous de votre large contribution à cette matinée. Bon, alors on a compris que, et vous le savez déjà, je ne vais pas vous l'apprendre, faire une route c'est compliqué, faire un port c'est compliqué, parfois ça peut être très long, n'est-ce pas? Je ne les citerai pas. J'ai deux Olivier qui sont devant moi qui le savent, et construire ça, ça peut aussi être très long. Et Benoît, je reprends ton souci dans la temporisation, finalement, qui nous préoccupe, c'est que si j'ai des ici et maintenant, c'est hic et nunc, comme disaient nos ancêtres les Romains, et rien d'autre. Et là, c'est là que, véritablement, on doit se positionner aujourd'hui. Et toute la difficulté de dire ici et maintenant, avec des scénarios qui sont au nombre de 4, tous aussi différents les uns que les autres, mais dont la mise en forme, la mise en place peut demander des décennies. Donc aujourd'hui, je crois que si on veut faire ici et maintenant, il va falloir puiser. Alors après, la question se posait à l'échelle départementale, ce sont des scénarios qui sont à une échelle au moins nationale, voire mondiale, il faut bien le dire. Et à notre échelle, je pense que si nous voulons agir, mais vous en discuterez cet après-midi, et je pense que c'est d'aller puiser dans... le travail qui a été réalisé par l'ADEME, il faut le souligner, et bon, ce sont 4 scénarios qui ne nous conviennent pas tous, à l'évidence, mais dans lesquels on peut puiser quand même un certain nombre d'idées. Et je pense qu'à notre niveau, nous ici au département, nous tous, élus, agents, directeurs, acteurs, nous pouvons puiser dans ces scénarios et retrouver un certain nombre de choses. Alors après, il y a une philosophie qui est celle des 4. Les 4 sont sur 4 philosophies tout à fait différentes. C'est pour ça qu'elles ne nous conviennent pas ni aux uns ni aux autres, parce qu'on aimerait quelque chose, puis on est manchois. On aime bien quelque chose qui se construit un petit peu de partout. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut imaginer la suite de nos travaux. Et puis je dis suite de nos travaux et de nos actions, puisqu'il faudra que ça se traduise par des actions nécessairement. Et vous savez qu'il n'y a pas que dans les orientations stratégiques où il y a des actions, mais ce sera dans la politique et le mode de gouvernance et le mode de mise en place de ces politiques qu'il nous faudra aussi agir.